Allô? Bonjour. OK, should we go? Oui? Bonjour. Alors, je devrais dire bonsoir parce que ici il est déjà assez tard, il fait nuit, hein. Merci d'être là. Heu, je sais qu'il y a un discours important, tout à l'heure, puisque votre président va parler dans 1 heure, à peu près, et je suis sûr que vous avez envie de l'écouter, sans doute plus que moi, donc on va essayer de finir, à l'heure. C'est toujours un plaisir de retrouver, tant de monde autour d'une, alors on appelle ça une classe. Oui, j'imagine qu'on peut dire que c'est comme une classe, back to school, et même si c'est en face d'un écran, mais c'est vraiment un plaisir de vous retrouver comme ça, même à distance, et puis de voir des noms qui émergent quasiment de la préhistoire pour certains, hein. Mais comme j'appartiens moi-même à la préhistoire, c'est pas un problème. Alors, je pense que vous avez peut-être déjà, entendu, une nouvelle qui concerne directement notre sujet, ce soir, mais peut-être que vous étiez trop occupé à écouter les résultats ou à suivre les résultats des midterms aux États-Unis, donc vous ne savez peut-être pas que le président, Emmanuel Macron, a fait une déclaration tout à l'heure qui est en lien direct avec notre sujet. Je vais revenir là-dessus. Alors, je sais que nous sommes tous devenus des spécialistes de Zoom, que nous avons tous passé brillamment ce diplôme, mais j'espère ne pas faire de bêtises ce soir. Alors, on va voir si ça marche. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, Très bien, j'ai entendu un oui, donc si quelqu'un a déjà répondu, ça veut dire que c'est bon, que ça marche. Parfait, super, ça très marche bien. parfaitement. Alors, j'espère que tout le monde voit alors, j'ai fait un diaporama, c'est pas très original, mais j'ai essayé plusieurs méthodes et je me dis à chaque fois que c'est quand même la façon la plus pratique de montrer certaines choses à l'écran. Euh, Est-ce que alors parce que comme j'ai mis cet écran partagé, je ne sais pas si tout le monde voit, donc je vais arrêter le partage. Est-ce que vous pouvez tous mettre un petit signe pour me dire que vous voyez bien, que vous avez bien vu le diaporama, ou si vous êtes là, me faire un signe et me dire oui, oui, ça va, tout va bien. D'accord, super. Ouais, merci. Donc ça marche. Très bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure à Suzanne, quand nous faisons ce type de classe ou d'intervention, il y a 2 façons de le faire, enfin il y a plusieurs façons de le faire, mais en général, bon, moi je vais intervenir, je vais expliquer certaines choses, je vais expliquer aussi pourquoi j'ai choisi le sujet, et à la fin, eh bien, on garde du temps pour discuter, pour que vous posiez des questions et puis qu'on essaye peut-être de répondre ensemble. Mais vous avez le droit aussi d'intervenir pendant la présentation, hein. Si vous avez une question importante, si vous ne voulez pas attendre la fin, si vous ne pouvez pas attendre la fin, eh bien, n'hésitez pas surtout à poser une question. Alors, on va repartager l'écran et on va repartir dans notre diaporama. Voilà. Alors, c'est un titre à la fois poétique et provocateur, hein, Adieu Paris, bonjour Moscou et Beijing.
Mais c'était une façon aussi de parler de cette actualité qui nous intéresse. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, eh bien, on va, si ça peut marcher, voilà. Alors un petit peu d'histoire. Alors on va commencer par une carte que vous connaissez sans doute. Moi, j'adore les cartes. Je trouve que les cartes disent beaucoup mieux les choses parfois que bien des textes. Et donc, vous avez sous les yeux la carte de l'Afrique avec les anciennes colonies françaises. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête par rapport à notre discussion ce soir. Donc, on voit à la fois les pays qui ont été des colonies françaises en Afrique et l'année où elles ont pris leur indépendance ou l'année où on leur a donné leur indépendance. Hein, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même façon pour tous ces pays. Et il y a deux pays sur lesquels je voudrais attirer votre attention. C'est Djibouti, parce que Djibouti, c'est la dernière colonie française en Afrique, donc qui est devenue indépendante en 1977 et qui est, alors c'est tout petit, mais c'est aujourd'hui un pays qui est très disputé. Hein. Tout le monde essaye de s'y installer. C'est là qu'il y a la plus grande base française, en fait, en Afrique. Mais il y a aussi une très, très grande base américaine, et si je ne me trompe pas, c'est aussi la plus grande base américaine en Afrique. Et puis, les Comores, donc tout en bas, au sud, dans l'océan Indien, les Comores qui sont devenues indépendantes en 1975, mais pas toutes les Comores. Et aujourd'hui, l'île de Mayotte, qui avait choisi de rester avec la France, est un département d'outre-mer. C'est un département depuis 10 ans maintenant. Et c'est intéressant parce que c'est une présence française importante dans l'océan Indien. On a tendance à oublier que Madagascar, les Comores, la Réunion, etc., ça fait partie de l'Afrique. Hein. Techniquement, c'est associé à ce continent. Alors, après un petit peu d'histoire, un peu de politique, parce que notre discussion, elle est politique, forcément. Et j'ai choisi ici deux extraits de deux présidents. Alors, le premier, c'est un extrait du discours de Dakar en 2007. J'espère que vous pouvez le lire, mais si c'est difficile, je vais le lire. Je ne résiste pas au plaisir, si j'ose dire. Donc, c'est Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président de la République en France, et qui va à Dakar, au Sénégal, pour faire un discours. Et qui dit, je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout est écrit d'avance. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. » Fin de citation. Bon, vous connaissez certainement ce discours, vous vous souvenez sans doute qu'il n'a pas été très bien reçu, évidemment, ni à Dakar, ni dans la plupart des pays africains, même si, assez étonnamment, en Afrique du Sud, il a reçu un écho favorable. Alors, est-ce que c'est parce que l'Afrique du Sud se considérait un petit peu à part, considérait que le pays était différent des autres pays africains, peut-être un peu plus en avance? Évidemment, c'est un discours qui a fait scandale en Afrique et en France. Il y a eu beaucoup de réponses par la suite, hein, y compris de Ségolène Royal, qui était l'adversaire d'Emmanuel Macron en 2007 et qui est née à Dakar. C'est donc une candidate à la présidentielle qui était née au Sénégal et qui lui a répondu directement. Et bon,
Nicolas Sarkozy dit directement, finalement, l'Afrique n'existe pas, l'homme africain, sous-entendu la culture, l'identité africaine, ça ne veut pas dire grand-chose. Au mieux, l'Afrique vit dans le passé et au pire, elle est restée au stade de la préhistoire. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la réponse, enfin, c'est pas une réponse, mais j'ai mis ça en miroir, c'est le discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire exactement 10 ans après. Donc, Emmanuel Macron, lui aussi fraîchement élu, vous noterez que les deux présidents décident d'aller en Afrique, sur le continent africain après avoir été élus, ce qui montre et souligne aussi l'importance de l'Afrique pour la France, encore aujourd'hui, et qui, lui, a un discours complètement différent. Et qui, alors il est prudent, il sait qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas insister, mais ce qui est très important, c'est qu'il appartient à une autre génération. Lui n'a pas connu la France-Afrique, ce système mis en place par le général de Gaulle et qui a fait que pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, en gros de Gaulle jusqu'à Jacques Chirac, l'Afrique était encore vassalisée. Les pays avaient acquis ou conquis leur indépendance, mais ils étaient dans un état de dépendance économique et politique vis-à-vis de la France, avec un certain nombre de chefs d'État qui finalement allaient prendre leurs ordres à l'Élysée. Et Emmanuel Macron casse ça. Et il dit une chose très importante, il dit « Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. » Et ça, c'est fondamental. Avant lui, il avait fallu attendre Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, pour que la guerre d'Algérie soit vraiment nommée. Avant 1999, la guerre d'Algérie, ça n'existait pas. La guerre d'Algérie, c'était les événements, la pacification, les troubles, etc. Mais on ne parlait pas de guerre. Emmanuel Macron, lui, il va casser ce rapport à l'histoire, et puis il va aller plus loin, et il propose une solution. Et moi, c'est une solution qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup, parce qu'il dit, et là c'est vraiment une réponse directe à Nicolas Sarkozy, il parle de culture. Et Emmanuel Macron, c'est celui qui a dit à Ouagadougou qu'il était temps que le patrimoine africain retourne en Afrique. Et donc, il y a eu une restitution d'un certain nombre d'œuvres, d'objets culturels qui avaient été tout simplement volés pendant les guerres, pendant la conquête de l'Afrique par la France, et qui étaient dans les musées français. Vous connaissez certainement le musée du Quai Branly à Paris, le musée Jacques Chirac, qui est un musée extraordinaire, mais 90% des pièces qui sont dans ce musée, on peut dire qu'elles ont été au mieux empruntées, au pire volées, pillées. Et bon, ça ne s'est pas fait sans résistance. Les musées français sont très nerveux par rapport à cette idée-là. Mais je voulais quand même parler de ces deux discours parce que ce sont deux attitudes complètement différentes. Et j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron était assez courageux sur cette question. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Un petit peu d'actualité, parce qu'on est là pour ça quand même. Encore une fois, vous n'hésitez pas à intervenir, et avec le micro, parce que je ne verrai pas forcément tout le temps. Je vais vérifier tout de suite qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Alors, vous savez qu'il y a eu beaucoup de manifestations anti-françaises en Afrique. On a vu beaucoup d'images, en particulier du Burkina Faso, du Mali. Là, j'ai choisi la République centrafricaine, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais là, on a quand même une image qui est très parlante. Russie, la RCA est avec toi. On ne peut pas être plus clair.
donc en Centrafrique aussi, eh bien, il y a un ressentiment anti-français qui grandit. Et alors, est-ce que c'est une bascule véritable vers la Russie? On en reparlera sans doute tout à l'heure. Mais une chose est sûre, alors même si c'est orchestré par le gouvernement, dans la plupart des cas, il y a aussi des manifestations spontanées. Et donc, on sent bien qu'il y a une remise en cause du poids de la France dans ces pays. Alors, la carte suivante, si elle veut bien s'afficher, voilà. Alors, cette carte, c'est une carte de l'opération Barkhane. Et j'ai dit tout à l'heure que Emmanuel Macron avait officiellement entériné la fin de l'opération Barkhane. Alors, l'opération Barkhane, elle avait été précédée par d'autres opérations, l'opération Serval en particulier, opération militaire. L'opération Barkhane a débuté en 2014. Et cette intervention militaire française, donc, elle est dans les 5 pays que vous voyez sur la carte, hein, qu'on appelle le G5 Sahel. Donc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle en France l'Afrique subsaharienne. Alors, il y a d'autres pays que l'on pourrait mettre dans cette catégorie, mais ils sont très importants parce qu'ils font la transition entre l'Afrique du Nord, le Maghreb et le Mashrek, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, etc. Et tous les pays donc qui sont plus bas, les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique de l'Est. Et l'opération Barkhane, c'est une opération qui a été demandée d'abord par le Mali en particulier, parce que la guerre a démarré au Mali en 2012. Et très rapidement, les choses ont commencé à se dégrader. Et donc, le gouvernement malien demandait l'intervention de la France. Et je regardais pour préparer cette discussion ce soir, je regardais des archives de François Hollande, du président malien de l'époque, comment les Français avaient été reçus. Et quand on compare avec les images d'aujourd'hui, c'est assez terrible parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la France n'a pas réussi? Alors c'est l'une des questions qu'on se pose ce soir. Et on a commencé avec le Mali, mais bon, cette opération, elle est aussi donc au Burkina Faso parce que c'est un État frontalier, elle est au Niger et elle est au Tchad. Alors sur la droite de l'écran, vous voyez donc les forces en présence, les militaires qui sont intervenus. Alors au plus fort, il y avait à peu près 5 000 militaires français. Mais la France n'était pas la seule. Il y a par exemple l'Estonie qui a participé à cette opération, le Royaume-Uni aussi. Donc il y a plusieurs pays européens qui ont contribué à cette opération Barkhane. Et mon écran est très réceptif, donc je suis passé sans m'en rendre compte à la carte suivante qui est plus précise, plus détaillée et plus complexe. Et c'est pour ça que quand j'entends souvent des discours politiques tout faits sur ce qu'il faudrait faire, vous connaissez hein, ces 2 tribus célèbres en France, les Yaka et les Faucons, hein, il n'y a qu'à faire ça, et il n'y a que faut qu'on y aille. Quand j'entends des deux côtés de l'échiquier politique ou au centre, les gens donner des leçons politiques ou militaires sur ce qu'il faudrait faire, je leur souhaite bonne chance quand je vois une carte comme celle-là. Et en fait, ça vous montre… Allô, il y a quelqu'un qui veut intervenir peut-être? Non? Non. Talia? Non.
Pardon. OK, no problem. Alors, ici, vous avez une carte qui est assez récente, en fait, et qui, plus c'est foncé, bleu foncé, presque noir, c'est là qu'il y a le plus d'attentats et d'attaques par des groupes djihadistes, principalement, mais pas seulement. Parce qu'en fait, on est dans une zone ici de conflit permanent, hein. Il y a ce qu'on appelle la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et vous avez des frictions permanentes. Et là, on peut revenir aussi à la première carte, c'est-à-dire la carte de la colonisation. Comme vous le savez, les empires, qu'ils soient français ou britanniques ou allemands, en Afrique, ont découpé les pays, ont découpé les territoires, et souvent en dépit du bon sens, en ignorant complètement les cultures, en ignorant l'histoire, en ignorant les traditions, ou pire, en connaissant cette histoire, en connaissant cette culture et en connaissant ces traditions, mais dans le but et avec la volonté de casser des royaumes, des territoires, et donc d'éviter qu'il y ait des revendications et peut-être des rébellions contre l'occupation d'abord, puis contre la colonisation. Et on retrouve ça aujourd'hui, hein. Le Mali, alors là, je me permettrai de donner une petite anecdote personnelle. Si vous regardez le Mali, donc qui est entouré d'orange, alors la partie en tout cas en orange qui est au nord-ouest de la carte avec Mopti, il y a une dizaine d'années, je suis allé avec 2 élèves de SYA à Mopti, dans le cadre d'un projet qu'elles avaient initié, et donc nous sommes partis tous les 3 dans cette région pour aider, apporter de l'argent et pour aider un orphelinat. Et je trouve ça dramatique que quand je vois cette carte aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me rends compte que ce ne serait plus possible. Cette région, elle est aux mains des djihadistes. Donc ça peut aller très très rapidement. Et là, ça vous donne une idée malheureusement assez claire, non seulement du nombre d'attentats et d'attaques, mais de la complexité aussi de la situation sur place. Alors, je ne sais plus quelle image vient après. Ah ben voilà, très bien. Donc, l'image ici vous montre la même région un petit peu élargie, et vous voyez qu'au centre, il y a un territoire qui n'existe pas officiellement, puisque c'est en fait un territoire qui voudrait devenir indépendant, qui voudrait devenir son propre pays. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ce territoire appartient au Mali. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de cette guerre qui avait démarré en 2012. Et ce territoire, c'est un territoire touareg, hein. C'est ce qu'on appelle l'Azawad, et qui regroupe en fait 3 populations, mais principalement des Touaregs, hein, ce qu'on a appelé pendant longtemps les hommes du désert. Et en fait, les premières attaques contre les militaires maliens en 2012, c'était des attaques Touaregs. Donc en fait, c'était des revendications nationalistes, irrédentistes, comme on disait au 19e siècle, au temps des nationalismes. Et les choses, en fait, ont dégénéré assez rapidement, et les groupes djihadistes dans la région ont vu une opportunité. C'est-à-dire que ça a été une guerre d'opportunité. Et il y a des groupes qui sont venus d'Algérie, AQMI par exemple, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont rejoint cette rébellion, et puis après on a d'autres mouvements qui se sont agrégés. Donc on peut dire que dès le départ,
c'est pas très clair la façon dont les revendications vont surgir. Parce qu'il y a des revendications indépendantistes, donc celles des Touaregs, qui disent « mais nous, on n'est pas maliens, on est Touaregs, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire, etc. » Et puis, par-dessus, ben, vous avez des groupes djihadistes, donc terroristes, affiliés à Al-Qaïda, qui voient là l'occasion de trouver un allié objectif. Et donc, de fil en aiguille, ben, on arrive à cette situation que l'on connaît aujourd'hui, avec une contagion régionale, avec tous ces groupes qui, petit à petit, eh bien, vont entrer dans le Mali, vont entrer dans le Burkina Faso, vont entrer au Niger. Alors, la Mauritanie est épargnée. La Mauritanie, c'est très intéressant parce que c'est une république islamiste. Pardon, islamique, il faut que je fasse attention à ce vocabulaire. Mais la Mauritanie, en fait, résiste mieux que le Mali ou que le Burkina Faso aux intrusions des djihadistes. Et on peut dire que là, ils ont réussi à trouver une parade, en tout cas pour l'instant. Donc la Mauritanie qui fait partie du G5, Sahel, et qui travaille avec la France donc, sur cette question depuis 2014. Alors, on va passer… alors, je ne sais pas, peut-être qu'on le… Est-ce que vous voudriez faire une petite pause ici, s'il y a peut-être des questions sur… Je regarde l'horloge. Hein. Est-ce qu'il y a déjà une question ou une précision ou une… Alors, j'espère que ça n'est pas trop technique, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe et, comme on dit en anglais, loaded. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de questions qui sont liées à cette situation. Non, ça va? Pour l'instant, pas de questions particulières? Non? OK. Alors, on va revenir avec la Chine. Alors, j'étais ici, voilà. Donc, la Chine en Afrique. Alors, j'avais beaucoup de cartes et puis je me suis dit, non, en fait, je vais choisir celle-ci. Parce que la Chine, on peut dire, avance masquée. La Chine a très bien compris que bon, il y avait évidemment plusieurs façons de conquérir des territoires, plusieurs façons de se faire des alliés. Et bon, la relation entre la République populaire de Chine, alors quand je dis la Chine ici, je parle de la République populaire de Chine, je ne parle pas de la République de Chine de Taïwan, hein, parce que justement, c'est l'une des questions qui se posent par rapport à cette Chine en Afrique. Parce que, je ne sais pas si je vous posais la question directement, spontanément, vous me diriez qu'il y a combien de pays en Afrique qui reconnaissent Taïwan comme un pays? Alors, il y a 54 pays en Afrique. Combien, à votre avis, reconnaissent Taïwan comme pays? Alors, Woody, je ne peux pas lire sur les lèvres. 0. 0. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Non? Personne ne veut se risquer? Eh bien, il y en a un. Il y en a un, c'est l'ancien Swaziland. C'est Joe qui a gagné. Pardon? C'est Joe qui a gagné alors. Ah, j'ai pas vu sa réponse. Dans le chat. Ah oui, oui, ah oui, d'accord, très bien. Alors bravo Joe. Il y en a un seul.
qui résiste, on va dire, et qui reconnaît Taïwan. Tous les autres, en fait, ont cédé. Et l'un des derniers, c'était le Burkina Faso, en 2018. Et la réponse, elle est très simple, hein, ou l'explication, elle est très simple, c'est qu'en fait, personne ne peut vraiment résister à la puissance économique de la Chine. Et c'est l'argent, effectivement. Sarinda, je vois que hein, tu utilises le signe universel, mais c'est vrai. Petit à petit, les pays africains ont cédé. Alors, soit parce qu'ils ne voulaient pas être isolés, soit parce qu'ils avaient vraiment besoin de cet argent. Et la Chine a investi massivement en Afrique. Mais là, j'ai mis une carte des instituts Confucius en Afrique parce que la Chine fait comme la France avec les instituts culturels français, même si la France les ferme un petit peu partout dans le monde maintenant, ou fait comme l'Espagne avec les instituts Cervantes ou l'Allemagne avec Goethe. La Chine a compris depuis longtemps que c'était d'abord le soft power qui allait lui permettre de s'installer. En fait, le chinois est en train de devenir une langue que l'on apprend un petit peu partout en Chine, au détriment du français. Parce que les Français se gargarisent tout le temps du fait que les pays africains sont d'abord des pays francophones, mais en fait, on se rend compte dans la réalité qu'il y a de plus en plus de pays africains qui se sont affranchis du français. Hein. On a vu l'exemple du Rwanda, qui était sans doute l'exemple le plus spectaculaire, qui est passé du jour au lendemain, littéralement, et pour de bonnes raisons, pour moi, à l'anglais. Donc, la Chine est très présente en Afrique et elle est présente d'abord économiquement. Et j'ai parlé tout à l'heure de Djibouti. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand je mets ma petite flèche là, hein, on est là. On est à l'entrée en fait de la mer Rouge. Et pour la Chine, Djibouti, c'est essentiel parce que ça commande la route du pétrole. Et c'est sur la route de la soie, enfin, les nouvelles routes de la soie chinoises. Et ça, pour le gouvernement chinois, c'est essentiel. Il faut protéger cette route économique. Et donc, Djibouti, ça vient dans l'ordre logique des choses. Donc, aujourd'hui, on se marche un petit peu sur les pieds à Djibouti parce que il y a la base militaire française qui est la plus importante, mais il y a une base américaine, il y a une base chinoise depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Il y a une base italienne, il y a une base japonaise, mais il n'y a pas de base russe. Djibouti n'a pas accepté la demande de la Russie. On reviendra sur la Russie tout à l'heure. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de la Chine d'abord de sécuriser ces nouvelles routes de la soie, et puis de trouver des nouveaux partenaires, parce que la Chine, elle a beau être, de disposer de beaucoup de métaux rares, de réserves en pétrole, en charbon, etc., elle veut diversifier son marché, évidemment. Donc, elle veut sécuriser économiquement ces routes. Alors, on va parce que je vois le temps qui passe. Ah ben, on va tout de suite parler de la Russie. Alors, la carte ici, elle est peut-être, j'ai hésité à la mettre, mais je la trouvais assez impressionnante parce qu'on voit tout de suite que la Russie est présente partout. Et on avait tendance à penser que la Russie en Afrique, on était encore à l'époque de la guerre froide. Hein, il y avait des alliés traditionnels de la Russie en Afrique, comme l'Algérie, par exemple, hein, qu'il est toujours. Mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, la Russie est présente partout et que c'est très diversifié. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est fascinant, encore une fois, c'est de voir comment les deux pays, la Chine et la Russie, opèrent.
la Chine, qui n'a jamais été une puissance coloniale, qui au contraire a été une puissance colonisée, un pays colonisé, a adopté une stratégie complètement différente. C'est nous vous apportons de l'aide, nous vous apportons une compétence, nous vous apportons une logistique. Et c'est très malin parce que quand on voit par exemple ce qu'ils ont fait au Sri Lanka, hein, le Sri Lanka a accepté un prêt colossal pour construire un port, là aussi sur les nouvelles routes de la soie. Et très rapidement, le Sri Lanka s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rembourser le prêt. Et la Chine a dit très généreusement, mais il n'y a pas de problème. Nous, on s'occupe de tout. Hein. On a construit le port, écoutez, on va s'en occuper. Et donc, d'un seul coup, eh bien, le Sri Lanka n'est plus souverain chez lui. Et ce que je dis à propos du Sri Lanka est valable pour des ports en Europe. Il y a des ports en Europe qui ont fait cette erreur en Espagne, en Italie. La France, pour l'instant, a résisté. Parce que, alors, ce n'est pas parce qu'on est plus malin, mais c'est parce que, tout simplement, on sait bien que ça ne peut pas être totalement gratuit comme service et que c'est très dangereux de mettre le doigt dans cet engrenage. De l'autre côté, la Russie, c'est beaucoup plus traditionnel. Et la Russie, finalement, fait en Afrique ce qu'elle fait chez elle. C'est-à-dire que l'essentiel de l'économie russe, comme vous le savez, ce sont les ressources naturelles. Donc, c'est le gaz, c'est le pétrole, ce sont les métaux, rares ou pas rares. Et donc, on voit des investissements, là aussi, en Afrique. Mais on voit aussi des installations un petit peu partout pour essayer de développer l'économie, de venir en aide à certains pays qui sont en difficulté. Et puis, il y a le volet militaire, dont on parle beaucoup, même si officiellement, l'armée russe n'existe pas en Afrique. Il n'y a pas de militaires russes en Afrique. Il y a des mercenaires, et jusqu'à une époque quand je dis une époque, jusqu'à il y a encore très très récemment, le Kremlin, Vladimir Poutine, niait tout lien avec l'organisation Wagner. Alors maintenant, c'est plus clair, la guerre en Ukraine a permis quand même de mettre sur la table un certain nombre de choses. Donc on voit que la Russie, finalement, elle avance comme elle a toujours avancé, c'est-à-dire avec une intervention militaire et puis avec des aides économiques, mais très intéressées dans des domaines qu'elle connaît déjà très bien. Et je voudrais finir avec cette carte de Total, puisque Total, c'est la première entreprise pétrolière de France, pétrole et gaz, mais surtout pétrole. C'est l'une des plus grandes dans le monde. Et elle est installée un petit peu partout en Afrique. On peut dire que l'Afrique a fait sa fortune, pas seulement l'Afrique, mais beaucoup l'Afrique. Et c'est pour ça aussi que pendant très longtemps, eh bien, on disait qu'il fallait protéger les intérêts français en Afrique. Mais quand on dit les intérêts français, c'était d'abord les intérêts de Total. Et vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment sur, oui, on le voit là sur la carte, le pipeline, l'oléoduc qui va donc d'Ouganda à la côte, puisque l'Ouganda est complètement enclavé. Total a découvert des réserves considérables de pétrole, mais il faut l'acheminer, évidemment. Il faut un port pétrolier et puis il faut l'acheminer jusqu'à la mer. Et c'est un scandale parce que Total
a toujours fait comme ça, mais maintenant les gens réagissent davantage. Donc il y a des manifestations, il y a même des procès en cours contre Total parce que tout simplement on ne tient pas compte des populations locales, parce qu'on détruit, des territoires entiers, on massacre l'environnement. Donc Total fait profil bas en ce moment. Ils font beaucoup de greenwashing et ils essayent de se faire oublier. Ils avaient déjà eu quelques soucis en Birmanie, en Myanmar, et maintenant on a remis un jeton dans la boîte et maintenant c'est l'Ouganda. Je vous parle de Total parce que c'est l'entreprise dont on parle tout le temps, l'entreprise française dont on parle tout le temps quand on parle de l'Afrique, mais en fait, on devrait aussi parler de Bolloré. De Bolloré qui a un véritable empire industriel et qui a cédé son empire en Afrique il y a 3 ans maintenant, parce que tout simplement Bolloré était accusé de corruption un petit peu partout, corruption, intimidation. Il y avait plusieurs enquêtes en cours, donc Bolloré a décidé de se détacher complètement de sa branche Afrique et a vendu en fait toutes ses activités et les a cédées à un groupe suisse. Et c'est très intéressant parce que Bolloré contrôlait la plupart des ports sur la côte atlantique. Et qui contrôle les ports contrôle l'approvisionnement, contrôle le flux des marchandises. Donc, Bolloré avait une importance démesurée en Afrique. Et je pense que vous savez que Bolloré se mêle de plus en plus de politique. Alors, il s'est toujours un petit peu intéressé à la politique, mais Bolloré, c'est celui qui a soutenu Éric Zemmour à la dernière présidentielle. C'est lui vraiment, par le biais de ces chaînes, CNews en particulier, a fait en sorte que que Éric Zemmour monte dans les sondages, que l'on parle de lui. En tout cas, bon, il s'est complètement dégonflé à la présidentielle, mais on voit que là aussi, le politique et l'économique sont tout le temps mélangés. Et en particulier ici, quand on parle de l'Afrique, on sait très bien que les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Voilà. Alors, on va revenir à notre écran. Ah ben c'est bien, il nous reste 13 minutes. Vous pourrez écouter le discours de Joe Biden tout à l'heure. On va finir à l'heure. Alors, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, diraient certains élèves, mais j'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'il y a peut-être des questions que vous avez, des réflexions, parce qu'on a abordé en fait un certain nombre de sujets, mais on est loin d'avoir couvert la totalité de la question. Alors, pour rester en économie, j'ai parlé de Bolloré, j'ai parlé de Total, je pourrais parler aussi des sociétés françaises, au Niger en particulier, qui exploitent l'uranium. Et donc, Areva, enfin, ce n'est plus Areva, mais j'ai complètement oublié le nom de la nouvelle société, donc qui est très présente encore au Niger et qui reste l'un des principaux pays ressources pour la France en termes d'uranium. Et vous savez qu'en France, 85% de l'énergie électrique, 85% de l'énergie électrique vient des centrales nucléaires. Donc, si on n'a pas d'uranium pour les centrales nucléaires, ça va être compliqué. Donc, évidemment, il y a d'autres sources d'approvisionnement. J'écoutais il n'y a pas très longtemps le nouveau PDG qui disait « Oh, mais le Niger, oui, bien sûr,
c'est historique, mais nous avons d'autres sources d'approvisionnement, donc il ne faut pas s'inquiéter. Alors, sans doute, mais on voit bien quand même qu'il y a des intérêts économiques de la France majeurs encore aujourd'hui dans ces pays. Alors, qui va se dévouer pour poser la première question? Alors, Pascal Sewoudi, bonjour Woody. Bonjour. Tu viens de parler donc des intérêts français et entre autres cette société qui exploite l'uranium. Mais pourquoi est-ce que tu dis adieu Paris et bonjour Moscou? Est-ce qu'il ne reste pas de gros intérêts français en Afrique? Si, il en reste. Alors, j'aurais dû mettre un point d'interrogation. Ah. Tu as raison. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Mais c'est pour ça que j'ai dit en introduction que c'était un petit peu provocateur, parce que il ne faut pas aller trop vite en besogne. Dans le sens où on voit que même les Chinois commencent à se rendre compte que ça n'est pas aussi facile qu'ils le pensaient et qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. À moins d'annexer totalement un pays, un territoire, une région, ils sont aussi tributaires d'un certain nombre de la situation politique du pays, de sa situation économique et sociale, et que ça ne peut pas marcher tout à fait comme ça marche ou comme ça marcherait en République populaire de Chine. Et j'ai dit adieu Paris parce qu'on voit quand même qu'il y a un désengagement de la France. Alors, pour des raisons, j'ai envie de dire, alors, qui se mélangent, mais les Français se considèrent de plus en plus comme persona non grata dans les pays africains. Il y a clairement un ressentiment. Il y a une génération aujourd'hui qui est arrivée au pouvoir et qui dit « Bon, vous nous aviez dit que quand on deviendrait indépendant, eh ben, on serait vraiment indépendant. Et puis vous nous avez dit après, on va mettre fin à la France-Afrique, hein, cette relation privilégiée entre la France et les anciennes colonies. Vous nous aviez dit que vous alliez reconnaître les crimes de la colonisation, etc., etc. Et puis, au final, on se rend compte que vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Et j'ai beaucoup pensé à ça en préparant cette discussion. Je me suis dit, et en plus parce qu'il y a les élections de midterm aux États-Unis, l'année dernière, les États-Unis ont quitté l'Afghanistan après 20 ans. Les États-Unis avaient quitté l'Irak l'année précédente. Et après 20 ans, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a accompli? Et je pense qu'on pourrait poser la même question pour l'opération Barkhane au Sahel. Qu'est-ce que nous avons accompli exactement? Et il arrive ce moment, j'aime bien rappeler ça aux élèves en cours de politique, quand les Alliés sont arrivés en France en 1944, tout le monde a applaudi. La plupart des gens ont applaudi, pas les vichistes évidemment, hein, mais tout le monde était très content de voir arriver les Alliés, en particulier l'armée américaine, libérer le pays du nazisme, du régime de Vichy, etc. Mais les États-Unis ont eu l'intelligence de ne pas s'attarder, si j'ose dire. Et la première idée de Roosevelt, c'était de dire la France a perdu la guerre, la France a collaboré avec les nazis, on ne peut pas faire confiance à la France. Et heureusement, Churchill l'a convaincu en lui disant
non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a eu une résistance intérieure, une résistance extérieure. Tout le monde n'était pas vichiste. Et puis, vous savez, quand on commence à s'installer dans un pays, il y a un moment où on n'est plus le bienvenu. Et je pense que c'est ce syndrome aussi. Je pense que dans la plupart de ces pays, en particulier du Sahel, la présence française n'est plus bienvenue. Je pense que ces pays nous disent, écoutez, vous êtes bien gentils, mais non, on va essayer de se débrouiller tout seul. Alors bien sûr, le réflexe, moi je l'entends ici en France, le réflexe c'est de dire, ah ben d'accord, on vient vous aider, il y a 59 soldats, 59 militaires français qui sont morts, donc ils sont morts pour rien. Alors non, ils ne sont pas morts pour rien, j'espère, mais peut-être que nous n'avons pas accompli la mission qui Quelle était était la mission de l'opération Barkhane, précisément? arrêter l'avancée des djihadistes, Hmm. empêcher les djihadistes de conquérir Bamako, et donc de faire tomber le Mali, et après, d'éviter un effet domino. Le Mali, c'était vraiment la pièce maîtresse de la France dans cette région. Si le Mali tombait, le Burkina Faso tombait. Et après, on a les autres pays qui suivent. Et donc, la crainte, c'était de voir exactement comme on a failli le voir au Moyen-Orient avec Daesh, une grande partie de l'Afrique, en fait, aux mains d'un califat. Là, ça aurait été AQMI, Ansardine, enfin, quel groupe exactement, enfin, probablement Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec l'aide d'autres groupes, d'autres rébellions, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans ces cas-là, on a des alliés objectifs. Voilà. Les ennemis, de mes voisins sont mes ennemis aussi, même si on n'est pas forcément copains. Donc, on va essayer de travailler ensemble. Donc, voilà. Et Emmanuel Macron a dit, nous n'allons pas partir, mais nous allons travailler j'allais dire, plus closely, nous allons rester avec vous, mais c'est vous qui prendrez les décisions. Donc, ça va être intéressant de voir ce que des pays comme le Mali et le Burkina Faso, qui regardent vraiment aujourd'hui du côté de la Russie et qui disent, bah, finalement, il n'y a qu'un pays comme la Russie qui peut nous aider, comment ça va se traduire dans les faits. Et en sachant qu'on n'a même pas parlé, on pourrait parler par exemple de la Libye. Pour moi, la Libye, c'est vraiment l'élément déclencheur, puisque la Libye, c'est 2011, la France avec Nicolas Sarkozy et le Royaume-Uni de David Cameron qui disent, bon, la Libye, il faut se débarrasser de Kadhafi, c'est une catastrophe, nous allons intervenir, nous allons demander un mandat de l'ONU pour intervenir. C'est finalement l'OTAN qui est intervenue, mais avec un mandat de l'ONU, des Nations Unies. Mais on n'a pas du tout pensé à la suite. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'il ne suffit pas de dire nous nous débarrassons de Kadhafi, nous nous débarrassons d'un dictateur sans prévoir le coup d'après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Libye s'est effondrée sur elle-même et la plupart des gens qui avaient des armes, la plupart des militaires en particulier qui travaillaient avec Kadhafi, eh bien, ils se sont vendus au plus offrant. Mais on a vu ça en Syrie, on a vu ça en Irak, exactement la même chose. Et ça se reproduit sans qu'on se pose les vraies questions. Donc, pour moi, la France a une responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, et qui, alors, on pourrait remonter beaucoup plus loin dans l'histoire, mais
la Libye, pour moi, c'est catastrophique. Aujourd'hui, c'est un État failli, il n'existe plus. Il y a deux Libyes. Et une Libye qui est soutenue, alors, du bout des lèvres ou des doigts par l'Europe, et puis une autre Libye qui est soutenue par la Russie. Et par-dessus, on a la Turquie, et on ajoute, parce qu'il faut que la situation soit un peu explosive quand même, des gisements de gaz qui ont été découverts dernièrement en Méditerranée. Donc tout le monde veut sa part du gâteau. On revient encore à la question économique. Alors on a peut-être le temps pour une dernière question, non? Ou un commentaire? Une anecdote? Une histoire drôle? Excuse me, it's Joe. Je suis le père de Darius. Ah, bonjour! Bonjour, bonjour. Let me speak a bit in English because my French is a bit old. I think it's a very interesting presentation, but I think one thing that occurs to me is that we look, the first quote you showed from Sarkozy was very, illustrative of an attitude towards Africa, which has reigned and continues to reign, which is that Africa must be acted upon. Africans are passive and are subjects to outside interventions. And the history has shown that's been true. Yeah, of course. But I think now these countries are now 60 years old and they have interests of their own. They're more and more educated. They are not going to be acted upon as much, nor as easily as they have been in the past. And I just was at a meeting in DC, in Washington, about this very subject. People upset with the American strategy in Africa, which is to say there is no strategy for Africa. And many of my friends from Nigeria and Togo and Burkina, they looked at us and they said, if you are not going to take interest in our affairs, we will take care of ourselves. Mm-hmm. And I don't think they're saying it idly anymore. In the past, there was quite a game going on, but I think that this is a very important element, that these countries are no longer nearly as subservient to the outside world. They still get meddled with quite a bit, and there's a lot of capacity gaps. There's no doubt. China takes advantage in many of the contracts they develop with African countries. Take advantage of some of the inexperience of some of the technocrats in African countries. But more and more, the Africans are stepping up, and I don't think they're going to be acted upon. I think France's experience is somewhat illustrative, because in Burkina and Mali, of course, they're looking to Moscow and Beijing because they have a serious insecurity problem and they're fed up with it. But at the same time, they're also saying we can't go along with this anymore. We have our volition. Time will tell to see if they can put it together. But I think that's an important element. There's a dynamics. There's a change in the dynamic. Yeah, I agree with you. Yeah. They're not subservient. They're not going to be just acted upon. They have more and more sophisticated interests, and I think many of them know that they're sitting on top of the world's most valuable resources in many places. So I think I think this bodes well for the future of Africa, because I think they are quite capable of identifying and pursuing their interests, and they've been terribly exploited. So. That's my contribution. Thank you. Sorry, I couldn't put it in. Thank you very much. No, I totally agree with you, and I do hope that you're right, that this is a turning point, and I'm waiting. I'm waiting for, what's coming next, and what's going to happen, and how these countries you just mentioned, but. Many of them actually are going to take the lead, and the speech by Nicolas Sarkozy. I couldn't even believe that a president would say that, and worse than that. If you ask him the question still today, he thinks that he's right. It means that it just. Okay, I don't want to get too political here. Pardon. Voilà, alors je ne sais pas si
si je dois vous libérer ou si vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps. Vous avez le droit de poser une question en anglais, hein, c'est possible. Est-ce que le SYA, est-ce que vous avez des programmes en Afrique? Je me demande. Et non, nous n'avons pas de programme en Afrique et je vois Woody qui dodeline et qui dit « What a shame ». N'est-ce pas, Woody? J'aurais bien voulu. J'ai une question. Salut. Est-ce que le gouvernement français a pensé que ses efforts en Afrique peut aider avec les actes de terrorisme en France? Peut arrêter ou je sais pas. Oui, non, mais c'est une excellente question. Oui, la plupart des Français pensent que qu'il faut que ça commence là. Et en fait, mais ça c'est parce que on a ta question amène en fait une autre réflexion. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'un candidat à la présidentielle dont je n'aime pas citer le nom, mais dont tout le discours politique est basé sur la haine de l'immigration, le rejet de l'immigration, etc. Et la France, comme d'autres pays, ne se pose pas cette question, en fait, ne se demande pas pourquoi les gens émigrent, pourquoi ils quittent leur pays, pourquoi les Maliens, comme si un Malien à Mopti ou à Bamako se disait « Oh, mais j'ai envie d'immigrer à Rennes parce que c'est vraiment trop joli, Rennes, ou à Toulouse. » Non, on sait bien qu'il y a des situations économiques, des conflits, que c'est la première raison pour laquelle les gens partent, et de plus en plus de Maliens viennent en France. Et j'ai entendu ces derniers jours, ah, alors ils ne veulent pas de nous, on vient les aider, ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas de nous, d'accord, on va fermer les frontières. Problem solved. Et sans se poser de questions sur toutes les raisons pour lesquelles il y a justement ces routes de l'immigration, parce que tout à l'heure, on a parlé donc du Sahel, mais l'une des plus grandes routes de l'immigration aujourd'hui dans le monde, c'est celle qui part en diagonale, hein, du Mali en particulier, et qui traverse le désert, qui va jusqu'en Libye, et en Libye, et c'est terrible de le dire, mais pendant que Kadhafi était là, il y avait cette route, elle était coupée, parce que Kadhafi et les Libyens en général, alors soit ils rackettaient les immigrés, soit, dans certains cas, ils les mettaient en esclavage, je pense que vous avez entendu parler de ces histoires horribles, soit tout simplement, ils les exécutaient, mais là, cette route, elle a littéralement explosé. Et ça ajoute au problème, si j'ose dire. Alors maintenant, si Avery, tu me demandais quelle était la solution idéale, je n'en sais rien en fait. Je ne sais pas s'il y a une solution idéale, mais il y a certainement des choses que l'on peut faire et que l'on peut faire différemment. Et comme l'a dit Joe tout à l'heure, c'est peut-être d'arrêter de penser que, comme beaucoup de gens en France le pensent encore, que les Africains sont de grands enfants et qui n'ont pas atteint l'âge adulte. Et quand j'entends ça, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous n'êtes jamais allé dans un pays africain? Est-ce que vous êtes jamais intéressé à l'histoire de l'Afrique? La France a détruit des cultures ancestrales. Non seulement l'Afrique est entrée dans l'histoire,
mais elle est entrée dans l'histoire bien avant nous. Sauf que ce n'est pas la même, c'est une histoire différente. Voilà. Donc, mais il ne faut pas non plus entrer dans cette guerre, parce que c'est ça qui est très dangereux. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai trouvé que ce que faisait Emmanuel Macron était intéressant, parce qu'il est le premier président qui dit « Oui, nous avons volé une partie de votre patrimoine. Oui, nous avons pillé. Oui, non, ce n'est pas normal que pour voir des statues, pour voir des objets cultuels, vous soyez obligé de venir en France. J'adore le musée du Quai Branly. C'est l'un de mes musées préférés. Mais en même temps, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si moi, j'étais obligé d'aller au Bénin ou au Maroc pour admirer quelque chose qui appartient à l'histoire de mon pays. Et qu'il y ait des échanges, des partenariats, voilà ce qu'il faut faire. Et dire aux gens, voilà, vous avez une histoire, vous avez une culture et on la respecte. Et en restituant les biens culturels, eh ben, on a fait une bonne chose. Et la France a essayé de faire la même chose avec l'Algérie. Mais vous savez que la relation de la France et de l'Algérie, c'est une catastrophe absolue. Et qu'on ne sort pas, mais parce qu'aussi en Algérie, vous avez encore une génération qui tient le pays sur la mémoire de la guerre d'indépendance. Donc, je pense qu'on va être obligé d'attendre la prochaine génération pour qu'on arrive à quelque chose de plus sain et à quelque chose de plus pacifié. Parce que, en fait, il y a une incompréhension totale des deux côtés. Je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas étudié la guerre d'Algérie quand j'étais à l'école, au lycée. Ça n'existait pas, tout simplement. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de la guerre d'Algérie? Ça n'existe pas. Donc, et ça, c'est un traumatisme. Et c'est un traumatisme pour tout le monde, pour tous ceux qui ont connu cette guerre. Et c'est bien de voir aussi que bon, ça commence à sortir. Et alors, la France a restitué, en particulier des corps, des squelettes de militants, enfin de personnes qui ont été tuées. Bon, il y a un ambroglio parce que le gouvernement algérien, finalement, n'est pas allé jusqu'au bout de l'accord. Mais vous avez certainement entendu parler de la visite du gouvernement d'Elisabeth Borne à Alger, dernièrement. La plus grande délégation ministérielle jamais envoyée dans un pays étranger. Donc ça dit aussi quelque chose, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement Macron d'avancer. Voilà. Je ne dis pas toujours du bien du président, mais il faut dire les choses quand on va dans la bonne direction, même si on n'est pas d'accord sur d'autres raisons. C'était une longue réponse, hein, Avery, excuse-moi. Merci, merci. Voilà, bah écoutez, je vais vous libérer, hein, si vous le voulez bien, et je vais vous remercier une nouvelle fois parce que c'est vraiment un plaisir. J'adore ces moments de retrouvailles avec tous les anciens élèves ou tous ceux qui appartiennent à la grande communauté de SYA. Et c'est bien, la technologie a du bon quand même. Donc voilà, j'espère vous retrouver un jour en vrai, hein, de ce côté-ci ou de l'autre côté ou ailleurs. Merci Pascal. Merci tout le monde. Pascal. Merci Pascal. Bonne soirée. À la prochaine fois. Je viendrai te voir à Rennes. Ah, très bien. En janvier. En janvier? Oh là là, formidable. Je t'envoie un mail. D'accord, super, très bien. Allez, ciao, ciao. Bon. Bonjour Merci. à tout le monde. Sarinda.
Bonjour, À Serge. bientôt. Au revoir. Hilary, je ne sais pas si tu es là. Oh my God, I cannot believe this. Super content. Incroyable. Incredible. Bye everyone. Suzanne, OK. Merci Pascal. Pascal, j'ai mis dans le chat la prochaine fois, est-ce que tu pourras nous instruire, tu pourras nous parler de Haïti? De Haïti. Haïti, la France et Haïti. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, ça, c'est un autre sujet. Fait. Another heated subject. Yeah, and pour moi, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ignore. I don't even know how to ask questions because I don't know all that I don't know. Mais merci, merci. OK, alors il faut visiter le musée du Nouveau Monde à La Rochelle. Oh. Ouais, très très beau musée. Et il y a une très grande statue de Toussaint Louverture dans la cour, une statue de Ousmane Sow, l'artiste sénégalais. Ousmane Sow, oui, je connais un tout. Ouais. OK, d'accord. Hilary, mais what? Bonjour Pascal, comment allez-vous? Bonjour. Oh, je suis très contente de vous voir. Oh, Oh, mais moi aussi, mais c'est incroyable. Je ne C'est t'ai pas incroyable. vu depuis 30 ans, Oh, c'est 30 ans, je crois. je pense que tu étais ma première année. Ah non, c'est vrai, c'était fantastique. Je parlais l'autre jour avec mon amie Laura Witter. Elle Oui. était on a trip with us. Ah Et oui, elle dit, je crois que c'est Pascal qui il va parler un petit peu d'Afrique. And she said, no, c'est pas Pascal. And I was like, yep, wait, c'est Pascal. So she was going to be here, but she couldn't come. But you know what's funny? I worked in Mali after college. So I was in Africa working for a professor of mine from Brown. And we traveled all over Mali and Senegal, mostly Mali. And I really, I'm not very knowledgeable about what you were talking about, a little bit just from, reading the newspaper, but I thought it was a coincidence and the people were amazing. And I spent a lot of time there. So I was really interested to hear what you had to say today. So I went. And what breaks my heart is that the places where I went with the students today are totally forbidden. We would be killed. Because of Because it's the extremists. controlled by armed groups. And I donc know. c'est It's très scary. bizarre. It's very scary. Yeah, I think what somebody just said a few minutes ago, I didn't know who it was. Joe? No? Avery? Everybody always thinks that Africa is a country that needs to be told what, a continent that needs to be told what to do. And also every country in Africa is so different. It's like saying the United States. It's not, we're not the same, as you can see from our election today. Right? Tout à fait. Oui, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Mais un sujet qui m'inquiète aussi. Wait, are you still acting? Are you acting and doing improv still, or is that no more? Si, mais pas avec SYA, avec des étudiants étrangers à l'université. Oh, wow, that's amazing. Oui. My husband, mon mari est an actor, and he's right here. Is he? Reynold, come, say hi. Sorry. He's a real live actor. Reynold, Hey, Pascal. how are you? Bonjour. Comment ça va? Hello. How is your French? Ah, super, je parle mieux que ma mari. Ah, d'accord. He thinks that Pas très bien. that's your husband. Oh, well. That's okay. That's not a problem. Last time I checked. Okay. J'habitais à Anyway, Paris he- quand j'avais 17 ans, à lycée Bouffon, à Paris. Oh. Oui. He went to Andover. Yeah, Randall went so- to Andover. I So was, semester abroad. But she Andover. yeah. she talks about you. Hilary, do you know that I also taught at Andover, Phillips? Now what after SYA? No, How- well, how- in the middle, Oh, wow. the 90s. In the 90s, in the fantastic. 90s. Okay, after we graduated from college. And that's amazing. So we would have missed you, but what did you think about Andover? Was that a good experience? I loved it. You loved Was it? Sturgis there? Sturgis, Madame Joseph. Oui. Oh, I love Oui. Joseph. She was great. Madame Bayal from. Oui. yeah.
Best. That's incredible. Yolande. And Oh, yeah, these are my French teachers, Mr. Sturgeon. she was from, you know that she was from Guinea. Which one? Bayard? No, oui, Yolande Bayard. Yes. Hollande Bayard? Well, she's from Haiti. Was she? Yeah, Haiti. Very, very. Well, she was. She's from Daiti. You know, Okay, okay. yeah, she Or was from maybe her Haiti. husband. No. It's her husband who was coming from Guinea. Oh, yes, her husband. okay. But she was no. Haitian, like very, like, you know, I think her and her family, they were very well, Oh, yes. yes, Yeah. like royalty. No. I was working with these old timers, Hale Sturgis, Oh, yeah, great. Yolande, Susie Joseph. Exactement. I was young at that time. You're Yeah. still young. Yeah. Pascal, you haven't changed. Merci Hilary. Merci No, beaucoup. really, you were I mean, we had a lot of amazing teachers at SYA. They were just incredible. I mean, yeah. Madame Hortin, Monsieur Hortin, oh my God, Jean, Pierre, no, not Pierre, that was my French brother, Mm. who taught art history. Jean-Philippe. Jean-Philippe, and then, but I mean, Pascal was the I best. remember I seeing, mean, I saw photos of you when you were oh, teaching. I have pictures of our play that we did. Really? Yeah. Oh, Ah, c'est super. Yeah. Tu sais, Hilary, cette année-là, that was my first year. I couldn't believe my luck. really? I- You liked it? Yeah. it's I was great. thinking, this cannot exist. This is not a school. This is just a dream. It was a I want dream. to stay there. C'était vraiment une rêve. It was really one of the best years of my life. And you know what? I'm still friends with my French family. They come stay with me. Their children come stay with me. And their children just are having babies now. And so they send me pictures of the babies. I mean, it's truly SYA is like the most magical place. Okay, so you know what? Yeah. You need to come back with your husband. We do. We do. Are you still in Rennes or are you somewhere else? Oui, Rennes. Oui, Ah. je travaille à SYA. Oh, still. And are you teaching Yes. theater or are you teaching history or No, politics or politics. politics? No more theater. No. I had to give up because I was doing too many things. Right. Mm. Donc, voilà. Oh my gosh. Alors, je Oh, vois, I think Suzanne is waiting for us to, Okay. okay. Nice meeting you. Oh, Pascal. I can't wait to meet you in person. Wait, Pascal, you should have a reunion with all of your former students. They oui, would love it. oui. Susan, Everybody did you loves get, did you get that, Susan? I want to see all my former students. No, for real. They really want to see you. I know that for a fact. So Oh, we could do Okay. that. Of course we Okay. can. that'd be so super much fun. And we could talk about how he influenced our careers. Okay? Oh, I love that. Whoa. I'll tell you about it next time. Oh, Hey, Okay. all right. I love that idea, Now- Hillary. Thank Maintenant, you. je vais me coucher content. ok. Je suis contente que vous êtes content. Merci, Hilary. Merci beaucoup. Ça me touche Pascal, beaucoup. you're the best. See you. Thank Merci. you thank you very much, Susan. I appreciate the extra time. Thank Oh, you. not at all. No worries whatsoever. Okay. It's okay. fun. Okay. Adieu. Au Ciao. revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt, for sure. Bye. Oops. Salut. Here we go. Nice. Very good. Yeah, it sounded great. I mean, I wish I could have understood more, but yeah. So James, I'm just changing. I'm just removing him. Okay. Um, Who is James? I'm not sure who he was. I just wanted to, I don't want to report anybody. No. Okay. Oh, wow. I just wanted to close the room. I have to look at the list again to see who he might Okay. be. Okay. Yeah. Okay. But sometimes when people have to get off to answer a call or a meeting, or if they're in their office, they forget to turn everything off. So Okay. I that's all. cannot believe that Hillary was, she was one of my first students, 86. Was she? Oh, Yeah. right. Because she's mentioned Lara Witter. For Yeah. some reason, I was thinking Hillary was in the 90s. Right. But she mentioned Lara Witter, who's, Yeah.
Oh, wow, that's Holland's class too. Wow. And I love that group. I mean, Wow. Jason Blum in that Yeah. class? Yeah. Yeah. Right, because I have, where's he? He's Yeah. sitting on my desk. oh, okay. You know, there's a Funko Pop of him. Yeah, so that is a good class. There's just so many people we haven't been in touch with lately. And that's one thing we're looking forward to with some of these on the road events again, to see people and get connected. But like, this was the first time I think that Hillary's actually attended one of our events, Yep. virtual classes. I think she may have Okay. signed up before. But then how fun you got to see her husband. You got to share some other stories. Super fun. All right, so thank you. You're So welcome. That was I'll really edit. Yeah, it was Okay. good. And it was good Okay. with the parent, Joe. yes. Good. It was good to have that kind of conversation. So I was glad that, you know, he participated. Yeah. Excellent. Okay. The Well, one question I have for you is, Yes. so in your presentation, you did talk about your visit to Mali with Sarah and, oh, why do I keep forgetting her name? Adriana. Thank you. So you talked about that. Yes. All right, I'm going to see when I send the recording, I'm going to see if I can find the article that we wrote and include that. Okay. Very good. Yeah, it's been a while, so let's resurface that. Awesome. 2007. 7. Adriana. Oh God. I can't. I want to say Bussel Alonso, but that was last year, so it's not her. No. I'll find it. Okay. Okay. Yeah, and that'll be fun to include that. Okay. All right. So Perfect. thank you so much. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Enjoy the rest of your night. You too. The rest Okay, of the day. I will. Okay. Au Bye. revoir.